Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job, dis-moi d'où tu viens, je te dirai si je te recrute. Alors que les recruteurs semblent de plus en plus valoriser les soft skills pour trouver des candidats, le critère du diplôme et de l'école qui va avec reste malgré tout très présent dans les offres d'emploi. Pourquoi est-il si difficile de faire évoluer les usages et ce critère est-il vraiment crucial? Eh bien, réponse dans une petite minute. Dans le cercle RH, y avait-il urgence à réformer l'assurance chômage? De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour questionner ce timing. Il s'agit en effet de la 3e consécutive en 3 ans. A-t-on eu le temps d'évaluer les effets des précédentes? Que dit cette nouvelle réforme et peut-elle, comme le dit aujourd'hui l'exécutif, nous rapprocher du plein emploi? Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, avec 852 000 nouveaux contrats signés, la barre symbolique du million de jeunes en apprentissage a été franchie en 2023. De quoi se réjouir pour le MEDEF Île-de-France, qui organisait pour la 14e fois cette année la fête des métiers et de l'alternance. Nous recevrons son président en toute fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans Smart Job, c'est parti. Aujourd'hui dans Smart Job, je le disais, un paradoxe. Les recruteurs reconnaissent accorder de plus en plus d'importance aux soft skills pour choisir leur nouvelle recrue. Et pourtant, les critères liés au niveau d'études, au diplôme ou même à l'école de provenance ont la vie dure. Est-ce vraiment dans l'intérêt des entreprises de valoriser le diplôme dans leur offre d'emploi? Nous en parlons aujourd'hui avec Éric Gras, directeur expertise emploi chez Indeed. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Vous avez mené une étude auprès de ces recruteurs. Est-ce que dans cette étude, Éric, vous constatez une envie des recruteurs de s'affranchir de ces critères? Ils ont envie. C'est exactement ça. En fait, l'envie, elle est là. Ouais. Un peu forcée par le constat aussi qu'on a basculé dans un marché candidat. Et donc, il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. Donc, il y a une prise de conscience très forte que recruter simplement sur le niveau de diplôme ne suffit pas. Et donc, il faut élargir un peu le spectre. Lutter contre les biais. Donc, il y a une vraie conscience aussi de la part des recruteurs. Par contre... Ils n'y arrivent pas. En fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas tout seuls à recruter. Ouais. Dans le process de recrutement, il y a notamment les managers qui sont aussi dans le process RH, qui vont valider, recevoir les candidats. Et eux ne sont pas tout à fait prêts à changer. Il y a beaucoup de biais de similitudes. Moi-même, j'ai été recruté en ayant tel diplôme. Je ne vais pas recruter quelqu'un qui va faire le même job que moi avec un diplôme inférieur. Je viens de telle école. Donc, il y a une fonction aussi un peu réseau, habitude, etc. Et donc, c'est plus compliqué à changer. Et est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2024, ça dit quelque chose de nous, notre diplôme, l'école, d'où on vient? Ça dit quand même quelque chose, malgré tout? On regarde souvent les tendances. L'avantage d'Indeed, c'est qu'on a des études au niveau mondial et qu'on est présent dans plus de 60 pays. Et souvent, on voit que les tendances viennent d'abord des États-Unis, arrivent dans le nord de l'Europe, puis arrivent chez nous. Et à chaque fois, c'est un peu le même cycle. Donc, à chaque fois, on passe après. Et les États-Unis, qui sont confrontés aussi à une pénurie de compétences assez forte, comme le nord de l'Europe, comme la France, ont commencé justement à bannir le diplôme et ou l'école. Parce que déjà c'est discriminatoire en France. On ne peut pas recruter sur la base d'un diplôme quand c'est pas nécessaire et que ça n'est pas justifié. Donc déjà il faut bien dire les choses. Non, mais c'est bien de le préciser. Très clairement. Et eux se sont rendus compte qu'en effet, notamment comme les compétences évoluent beaucoup plus vite qu'avant, les métiers changent très vite, un diplôme devient aussi beaucoup plus vite obsolète qu'il y a 10 ou 15 ans, qu'il faut plus se baser sur des soft skills. Il y a notamment 2 soft skills qui sont très très recherchés, quel que soit le métier d'ailleurs. C'est la capacité d'adaptation et la capacité d'apprentissage. Donc, il vaut mieux recruter quelqu'un qui est agile et qui a des facilités à apprendre que quelqu'un qui a la tête bien faite, qui sort d'une école. Et son diplôme, en effet, ne dit pas tout. Vous prenez une promotion où il y a, 50 diplômés, ils ont le même diplôme. On a 50 personnalités différentes. Et moi, la question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est justement ces soft skills, ces compétences comportementales, dont la capacité d'adaptation. On ne les voit pas aujourd'hui sur le CV, ça. Comment on pourrait les faire apparaître? Alors, les candidats commencent à le faire. Ouais. Parce qu'en effet, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire, quand je n'ai pas le diplôme ou que je n'ai pas l'école, je n'ai pas accès à certains emplois. Beaucoup de candidats s'excluent d'eux-mêmes. Donc, il y a un premier travail à faire de la part des recruteurs qui, de plus en plus, mettent dans leurs offres à la fois les compétences et les aptitudes, donc les hard skills et les soft skills. Et les candidats commencent à mettre aussi sur leur CV, puisqu'ils se rendent compte au fur et à mesure des entretiens, etc., et en lisant les offres d'emploi, que c'est quand même de plus en plus demandé. Donc ça permet aussi de compenser. Et puis, il y a aussi une question d'âge. Ouais. Par exemple, si j'ai 45 ou 50 ans,
Le niveau de diplôme que j'avais il y a 20 ou 30 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, naturellement, ces gens-là vont mettre un peu plus en avant les soft skills que les hard skills. Donc vous, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux candidats de mettre en avant ces compétences comportementales malgré tout? Alors, selon l'expérience qu'on a, parce que c'est toujours compliqué quand on démarre dans la vie ou quand on a déjà 20 ou 30 ans d'expérience, mais c'est de se focaliser sur les réalisations. Donc, plutôt que de mettre en avant en effet les diplômes, qu'est-ce qu'on a fait? Et ne pas hésiter à dire justement à quel point on a pu s'adapter, comment on a pu évoluer dans une entreprise, ou si une entreprise, un secteur d'activité a considérablement changé, comment vous avez réagi, et donc de mettre en avant aussi bien les soft skills que les hard skills dans son CV. Et votre avis, vous qui le voyez bien évoluer, ce marché du travail, pourquoi c'est important aujourd'hui pour les recruteurs, selon vous, de faire plus confiance à ce type de compétences aujourd'hui, plus que jamais, plus que déjà il y a 10 ans, et plus que jamais aujourd'hui? Alors d'une, parce qu'ils n'auront pas le choix. Ouais. Le marché du travail a considérablement évolué et va considérablement évoluer. En gros, depuis un demi-siècle, on a la même démographie en France. Depuis 2020, on arrive sur un plateau, donc on a un vieillissement de la population active qui va s'accélérer très très fort. Donc on aura de moins en moins de jeunes talents arrivant sur le marché de l'emploi. Et donc, il va falloir apprendre à recruter différemment, revoir un peu à la baisse ses compétences historiques, ses exigences historiques, et donc recruter beaucoup plus sur des candidats en capacité de faire des choses, plutôt que des candidats déjà formatés, prêts à être opérationnels tout de suite. La capacité d'apprendre aussi. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup Éric Gras d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le directeur expertise emploi chez Indeed. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Assurance chômage, fallait-il une nouvelle réforme? Certains disent qu'il n'y avait pas urgence, d'autres la contestent sur le fond. Dans le contexte politique actuel d'ailleurs, sera-t-elle même d'ailleurs appliquée? Nous faisons le point aujourd'hui avec Antoine Fouché, président du cabinet de conseil Quintet Conseil. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Première question donc légitime, je pense, avant de commencer cette discussion. Passera ou passera pas cette nouvelle réforme? C'est vrai qu'avec le contexte actuel de ces élections législatives anticipées, on peut se poser la question. Exactement, et la réforme est un peu suspendue au résultat des élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que juridiquement parlant, le gouvernement actuel est dans l'obligation de prendre un décret parce que les règles actuelles s'appliquent jusqu'au 30 juin. Et donc il a trois possibilités. Le gouvernement, la première possibilité, il maintient sa réforme. Donc on prend un décret qui met en application ce qui a été annoncé. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est pas exactement ce qu'avait annoncé le Président de la République la veille. C'est pour ça que l'incertitude est légitime. La deuxième option, c'est de prendre un décret qui prolonge les règles actuelles en considérant que cette réforme est importante, politique, et que donc elle n'a pas de légitimité à partir du moment où la légitimité du gouvernement est remise aux mains des Français avec la législative. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est de faire un peu de politique avec cette réforme et de prendre un décret qui met en partie en place cette réforme-là et qui fait un signe, qui fait un geste, qui envoie un signe à des alliés potentiels post-7 juillet en l'amendant, par exemple. C'est un argument de campagne, un peu? C'est un argument de campagne, puisque il y a d'un côté le Premier ministre qui a dit cette réforme s'appliquera, et puis de l'autre, le Rassemblement national qui a annoncé que la réforme sera abolie ou qu'elle n'entrera jamais en vigueur, et puis la coalition de gauche qui a annoncé exactement la même chose. Donc oui, c'est un objet politique comme la réforme des retraites. Je rappelle aussi le contexte, Antoine Fouché, dans lequel la réforme avait été proposée par l'exécutif. Elle arrive après deux autres réformes de l'assurance chômage, c'est ce que je disais, une en 2019, une en 2022. Ma question est, c'est un peu ce que je disais en préambule aussi de cette émission, est-ce qu'on a déjà tiré les enseignements de ces précédentes réformes? C'est là aussi, quand je disais qu'elle était contestée sur le timing, c'est ça aussi la question, c'est... Oui, bien sûr. Ouais. La réponse objective, c'est que non, on n'a pas eu le temps de tirer les enseignements. Ça, je pense que personne ne dira le contraire, sauf peut-être sur un point
où il y a une évaluation de la DARES qui montre que le resserrement de la période d'éligibilité, c'est-à-dire le fait qu'il faut travailler davantage sur une période de temps resserrée pour ouvrir droit à l'assurance chômage, incite ceux qui maîtrisent leur reprise d'emploi, qu'on dit, donc ceux qui peuvent plus facilement que les autres retrouver un boulot, ça incite à repartir au boulot ou à accumuler plus de CDD avant d'être à l'assurance chômage. Ça, pour le coup, on a une évaluation assez robuste qui va dans le sens du gouvernement. Voilà. On peut rappeler, puisqu'on les voit s'afficher à l'écran, travailler 8 mois sur les 20 derniers mois, c'est ça pour ouvrir les droits. Est-ce qu'on peut revoir ensemble, Antoine Fouché, un peu ce que dit là, les grands axes de cette réforme? Alors, il y a 3 grands axes de la réforme. D'abord, le resserrement de la période d'activité, c'est-à-dire travailler 8 mois sur les 20 derniers au lieu de 6 mois sur les 24 derniers. Donc, on voit effectivement qu'il faudra travailler davantage pour pouvoir être éligible à l'assurance chômage. Il y a un deuxième volet de la réforme qui est la conséquence de la première mesure, c'est que la durée maximum d'indemnisation va diminuer. Oui. Elle va diminuer à 15 mois, ce qui est quand même pas très long. 15 mois, ça fait une grosse année, mais pas tellement plus. Après, les études montrent aussi que quand vous retrouvez pas un job dans la première année, c'est beaucoup plus dur ensuite parce que vous êtes considéré statistiquement et un peu aussi dans la tête des recruteurs comme un chômeur de longue durée. Et donc, les réflexions sur le fait que vous avez peut-être perdu vos qualifications, que vous n'êtes pas si motivé que ça, etc., elles commencent à venir dans la tête des recruteurs. Donc, le fait d'avoir une limite très proche de cette année-là, c'est aussi un signal envoyé aux demandeurs d'emploi, en tout cas pour ceux qui peuvent retrouver un emploi, de dire restez pas trop longtemps parce que ça va vraiment vous pénaliser ensuite. Et puis la troisième mesure, c'est un bonus pour les seniors qui permet de compenser la différentielle de salaire quand vous retrouvez un job qui est payé moins que le précédent. Et ça aussi, je pense que là pour le coup c'est la mesure la moins contestée parce que on a une spécificité en France quand même qui est que le salaire à partir de 50 ans ne baisse pas alors que dans les autres pays, les pays d'Europe du Nord, notamment parce que le temps de travail commence à baisser à partir de cet âge-là, c'est ça qui leur permet d'aller à la retraite à 65 ou 67 ans, c'est qu'ils travaillent moins et donc ils gagnent moins. Et en France, ça, c'est pas tellement accepté. Il y a une forme de déshonneur qui est vécu comme tel, je dis pas du tout que c'est le cas, mais qui est vécu comme tel d'être moins bien payé que son précédent job. C'est comme si on régressait économiquement, qu'on régressait socialement, qu'on régressait statutairement. Et donc le fait de pouvoir d'avoir cette prime-là va peut-être aider des seniors qui se posaient la question en disant non, je vais quand même pas reprendre un job en étant moins payé. Bon, au moins sur un an, ça permet d'apporter une réponse et sans doute que ça, on peut espérer, je pense, sans être polémique, que cette mesure-là, si elle entrait en vigueur, elle aurait un effet positif sur la reprise d'emploi des personnes les plus expérimentées du marché du travail. Et c'est la moins polémique et la moins contestée, c'est ce que vous disiez. D'abaisser donc cette durée d'indemnisation, vous le disiez, pour inciter peut-être ces chômeurs à rester un peu moins longtemps au chômage, à vite reprendre le chemin de l'emploi. C'est l'objectif évidemment fixé par le gouvernement de cette réforme. C'est dire on va ramener les gens vers l'emploi et d'aller donc vers ce plein emploi. Ça va suffire cette réforme de l'assurance chômage pour aller vers le plein emploi? C'est sûr que non. Là, pour le coup, c'est sûr que non aussi. C'est ambitieux comme objectif. C'est légitime parce que je pense qu'aucun gouvernement, aucune société, aucun pays peut se dire que le plein emploi n'est pas un objectif en se disant il y a un nombre important de gens qui n'ont pas de boulot, c'est tant pis pour eux. Ça peut pas être un projet de société. Donc le fait de se dire c'est le droit au travail de la déclaration de 46. Donc là-dessus, je pense que l'objectif en lui-même n'est pas contestable, et pas contesté d'ailleurs. Après, les moyens d'y parvenir, c'est là où le bas blesse et commence à blesser. Les approches plus libérales encouragent évidemment une réduction de droit à l'assurance chômage, considérant qu'il faut que la différence entre le travail et le chômage soit la plus importante, et donc que les gens perdent plus
pour être cru, que les gens perdent plus rapidement leurs droits pour qu'ils soient prêts à reprendre n'importe quel boulot. Alors, je le formule de façon très directe, mais à la fin, c'est quand même ça l'idée. Mais ça suffit pas parce que il y a un certain nombre de personnes qui... Derrière ça, ma question, c'est est-ce qu'on se pose les bonnes questions, voilà. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions sur ce retour au plein emploi? On se pose les bonnes questions, mais je pense qu'on n'apporte pas suffisamment de réponses. L'assurance chômage on peut le contester, mais toutes les études montrent, voilà, c'est une des solutions, mais il en manque au moins deux autres, me semble-t-il. Ouais. La première, c'est l'accompagnement à la reprise d'emploi, comme on dit, et surtout la formation, c'est-à-dire le fait que j'ai un job qui me plaît, ou j'ai envie de me reconvertir, il faut que je puisse me former pour acquérir ces compétences-là. Et là, on voit qu'avec toutes les transitions qu'il y a, transition énergétique, transition numérique, etc., des carrières de plus en plus longues, il y a beaucoup de gens qui voudraient changer de carrière, qui voudraient changer de boulot à tout âge. Et ça, il faut que ça soit possible. Et dans le paysage politique français, enfin, dans le paysage des dispositifs français, on n'a pas de dispositif en France de reconversion simple, efficace et financé. Ça n'existe pas. Tous ceux qui existent aujourd'hui ne fonctionnent pas ou fonctionnent insuffisamment. Donc, c'est compliqué de dire aux gens en même temps, vous allez avoir moins de droits à l'assurance chômage, mais pour retrouver un job, débrouillez-vous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accompagner d'une autre... il faut une mesure sur la reconversion professionnelle, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'était dans le programme de 2022 et ça manque dans la mise en place. C'est là comme si on marchait que sur une jambe, la jambe droite, et que la jambe gauche de la formation et de la reconversion, elle n'était pas là. Puis il y a un autre sujet central, massif, et que le gouvernement, à mon avis, paie cash politiquement aux européennes et va payer cash aux législatives, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat du travail. Les statistiques de l'INSEE montrent que depuis une quinzaine d'années, le pouvoir d'achat du travail augmente en moyenne de 0,8% par an, ce qui veut dire de façon non technocratique et non technique que travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Et ça, c'est pas vrai simplement pour les premiers déciles. Cette réforme, est-ce qu'elle va pas accélérer justement la prise d'emploi précaire, puisqu'on aura la pression finalement d'aller travailler? Je pense que le calcul du gouvernement là-dessus, c'est de dire, bon, augmenter le pouvoir d'achat du travail, c'est compliqué. Donc, à défaut de savoir faire comment le travail va payer plus, on va faire que le chômage paye moins. Mais c'est insuffisant. Et puis, c'est quelque chose qui ne traite pas le cœur du problème, encore une fois, parce que le fait que le travail ne paye plus, ce n'est pas un propos extrémiste. Encore une fois, c'est les statistiques de l'INSEE. Chacun peut le constater en allant sur les séries longues de l'INSEE sur l'évolution du pouvoir d'achat depuis 1949. C'est vraiment factuel. Et c'est cette question-là qui touche, encore une fois, tous les déciles. C'est-à-dire que parfois, on entend que ce sont surtout les premiers niveaux de rémunération qui sont touchés par ça. Non. Quand vous prenez depuis 15 ans, du premier au 10e décile, c'est-à-dire des 10% les mieux payés aux 10% les moins payés, le pouvoir d'achat n'augmente plus. Il stagne. Et ça, quand vous êtes dans une société dans laquelle travailler ne change plus le niveau de vie, il y a un rapport au travail qui change. Et les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent si elles n'ont pas les leviers pour au moins assurer un pouvoir d'achat qui permet d'améliorer son niveau de vie. Le plein emploi reste un objectif très difficilement, voire impossible à atteindre, parce que beaucoup de personnes se disent mais à quoi bon travailler, puisque de toute façon, même si je travaille, je vivrai pas mieux, ou peut-être un peu mieux qu'au chômage, mais en travaillant, dans 5 ans, je vivrai pas mieux qu'aujourd'hui. Et c'est ce cœur-là de cette question-là, je pense qui n'est pas traité et que le gouvernement paie cash politiquement. Je me permets de rebondir justement sur cette question du pouvoir d'achat lié au travail. Vous pensez quoi de cette proposition-là du Front populaire de passer le SMIC à 1 600 €? Est-ce que c'est le genre de proposition qui peut améliorer justement cette idée-là? Non, pour une raison très simple, c'est que c'est infaisable. C'est-à-dire que si vous augmentez... C'est pas des mesures administratives, en fait, qui, en obligeant les entreprises à payer davantage les salariés, qui vont permettre de résoudre le problème, pour une raison très simple. C'est pas comme ça qu'on donnera plus de pouvoir d'achat aux salariés? Mais on va en donner même moins avec cette réforme-là, parce que vous allez dans n'importe quel supermarché en France et vous demandez aux personnes qui sont au SMIC aujourd'hui, les employés de caisse, par exemple, ils savent très bien que si l'employeur doit payer 200 € net de plus par mois pour payer les salariés, il y en a 1 sur 2 qui va être au chômage. Parce que
c'est pas rentable, c'est pas possible. Et donc, non, c'est une mesure qui montre que sur ce sujet-là, ils n'ont pas compris le cœur du sujet, qui est la différence entre ce que les gens gagnent et ce que les gens ont sur leur compte en banque. C'est ça le cœur du sujet. Quand on le sait peu, mais aujourd'hui en France, quand on gagne 100 € en travaillant, on n'en garde que 54 pour soi. Et donc le sujet, c'est le sujet du coin socialo-fiscal, comme on dit techniquement, c'est-à-dire de la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous gardez pour vous, c'est-à-dire le sujet du poids des cotisations sociales et du poids de l'impôt. C'est ça qu'il faut attaquer, c'est ça qu'il faut réduire. C'est la proposition de Gabriel Attal sur la prime à 10 000 €, la prime de pouvoir d'achat qui va jusqu'à 10 000 €. Parce que qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette prime ? C'est qu'elle est moins taxée et elle est moins socialisée. Donc quand on va vous donner 5 000 ou 10 000 €, mais c'est pas l'entreprise qui est taxée, c'est les salariés. C'est là où le Front de gauche se plante complètement sur sur l'analyse du sujet. C'est que les salariés, on appelle ça cotisation patronale, mais on pourrait les appeler cotisations salariales, puisque à la fin, ce sont les salariés qui gagnent cet argent-là. Ça dépend du bon vouloir de l'employeur. C'est différent entre salaire et prime. C'est la petite différence. Oui, mais pourquoi est-ce que cette proposition est faite ? Parce que sur les primes de pouvoir d'achat, vous avez moins d'impôts sur le revenu et moins de cotisations sociales. Donc, avec cette prime-là, c'est une manière d'augmenter les salaires des salariés sans que ça coûte trop cher aux entreprises. Et donc c'est ça qui permet de effectivement augmenter le pouvoir d'achat de façon réaliste, parce que, encore une fois, aujourd'hui, ça aussi c'est peu connu, mais quand vous augmentez le salaire de 100 € de quelqu'un qui est au SMIC, le SMIC aujourd'hui c'est 1 399 € net. Quand vous l'augmentez de 100 €, en fait, à l'entreprise, ça va en coûter 240 et au salarié, il va lui en rester 50. Et donc, des deux côtés, l'employeur et le salarié sont de bonne foi. L'entreprise dit, ça me coûte très cher les 100 €, 240, et le salarié dit, de bonne foi, mais ça ne change rien à ma vie, c'est que 50 de plus. C'est ce sujet-là qu'il faut attaquer, et un SMIC à 1 600 € ne changera rien et aggravera au contraire les choses en mettant beaucoup de gens au chômage. Bon, passera pas, on finira là-dessus, passera pas cette réforme de l'assurance chômage, c'était ce que vous disiez au début de l'émission. Non, je pense que de toute façon, la réforme ne passera pas parce qu'elle est liée aux résultats politiques des élections législatives. Et le plus probable, quand on regarde les sondages, c'est une majorité relative ou absolue pour le Rassemblement national. Donc, s'il a la majorité absolue, il a annoncé le fait que la réforme ne s'appliquerait pas. Et la majorité relative, ça veut dire après, si on a un gouvernement, de toute façon, il y aura des tractations. Ouais. Et comme il n'y a que la majorité actuelle, qui est déjà relative, qui défend cette réforme-là, on peut imaginer qu'elle passera à la trappe. Merci beaucoup Antoine Fouché d'être venu sur le plateau de Smart Job aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le président du cabinet de conseil Quintet de Conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de cette réforme de l'assurance chômage. On termine, comme chaque jour, cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Le 22 mai dernier se tenait à Paris la 14e édition de la Fête des métiers, l'alternance, un événement qui rassemble entreprises, écoles, organismes de formation, CFA, acteurs de l'orientation. L'occasion de revenir aujourd'hui sur l'intérêt de l'alternance pour les étudiants et pour les professionnels. Organisé par le MEDEF Île-de-France, c'est donc en toute logique que nous recevons Daniel Weisman, président du MEDEF Île-de-France et porte-parole donc de cette Fête des métiers et de l'alternance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner. En quoi consiste cet événement ? Bien, ça fait maintenant de longues années, plus de 14 ans que le MEDEF s'est engagé, pas simplement en Île-de-France, mais au niveau national, sur la formation et les jeunes. En réalité, c'est tout à fait intéressé, puisque ce sont nos futurs salariés. Bien sûr. On a tout intérêt à les chouchouter, à les soigner, et puis surtout à apporter notre pierre à l'édifice quant à leur orientation. Donc en fait, l'objectif, il est très simple, c'est d'accompagner le mouvement qui a été couronné de succès l'an dernier, avec plus de 850 000 alternants en France. Vous, comment vous l'expliquez, cette dynamique ? Je pense que la dynamique, elle est liée à plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, on a de grosses difficultés de recrutement dans les entreprises et que l'alternance est devenue un vrai canal de recrutement. Plus de 800 000 personnes, imaginez-vous,
C'est beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres objectifs sous-tendus. Le premier, c'est aussi le fait de dire que la volatilité des salariés dans les entreprises est de plus en plus grande. Les jeunes rentrent, sortent, et on souhaite, nous, les fidéliser. Donc les fidéliser, c'est peut-être le faire en amont. C'est ce qu'on fait avec l'alternance. Leur donner tous les codes. Et j'insiste là-dessus, parce que les codes de l'entreprise, quand on n'a pas fait d'alternance, ils sont parfois très compliqués pour un jeune qui rentre dans le monde du travail. Donc on l'a dit, la dynamique est positive. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, il est encore important de faire se rencontrer, puisque c'est l'idée derrière cette fête des métiers de l'alternance, de faire se rencontrer tous ces acteurs-là, ce monde de l'éducation, le monde des entreprises. Malgré tout, c'est encore important. Oui, tout simplement parce que beaucoup de jeunes qui souhaitent faire de l'alternance n'ont pas les réseaux. Ouais. Et très honnêtement, sans réseau, beaucoup de jeunes peuvent passer à travers et vivent parfois dans l'angoisse même de la pression de leur école qui leur impose ce stage. Donc nous, on souhaite, et on l'a fait aussi avec la région Île-de-France, Valérie Pécresse a mis en place l'agence Oriane qui aide les jeunes sur une plateforme qu'ils ont mis au point à trouver des stages. On le fait aussi avec Pôle emploi, France Travail maintenant. Et en réalité, il est toujours très très important d'aller à la rencontre des jeunes, et pas simplement pour leur proposer des contrats, mais aussi pour leur donner une ouverture d'esprit sur les formations existantes. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'écoles de CFA sont présentes à cette manifestation. Mais justement, une question que moi je me suis posée en préparant cette émission, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que l'alternance, ça touche beaucoup de secteurs. C'est ça aussi qu'on veut mettre en lumière, c'est dire que l'alternance, l'apprentissage, c'est plus seulement sur des métiers manuels, c'est aussi beaucoup sur des métiers de la finance. Et en particulier en Île-de-France. Et oui, parce qu'en Île-de-France, on a cette particularité d'avoir une activité des services qui est nettement supérieure à celle de la province, ce qui fait qu'on a un taux d'alternants dans les métiers de service, en dit métiers qualifiés aussi en fonction des cursus scolaires, qui est beaucoup plus important qu'en province. Donc oui, ça touche tous les métiers, et j'aurais même tendance à dire qu'en Île-de-France, on aurait intérêt à orienter un peu plus vers les métiers manuels, et notamment sur les métiers en tension. Est-ce que vous attendez des retombées concrètes d'un événement comme celui-ci ? Très concrètement, on a reçu 6500 jeunes en une journée, 13 000 se sont connectés à notre plateforme dans la semaine qui a suivi, et nous avons distribué 6 000 contrats d'apprentissage. Donc voilà, c'est des chiffres très concrets, ce qui fait de cet événement quelque chose de très attendu par les jeunes depuis maintenant 14 ans, parce que 6 000 contrats d'apprentissage, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et surtout, on essaye d'avoir un plateau le plus large possible d'entreprises, de centres de formation, les fédérations professionnelles. C'est vous qui allez les chercher ? Alors, au début, oui. Maintenant, il faut dire que beaucoup frappent à notre porte tous les ans pour être présents. Merci beaucoup, Daniel Weisman, d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir parlé de cette 14e édition. C'est ça, de la fête des métiers et de l'alternance. Je rappelle, vous êtes le président du MEDEF Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite. Salut.